on est bien là pour parler de viande sur mesure. Et donc, je me disais que quand un éleveur boucher engagé croise la route d'un chef avignonné un peu allumé, si je peux me permettre, ça fait des étincelles qui font tantôt briller les étoiles sur la veste de l'un, Florent Pietraval, tantôt scintiller les yeux de l'autre, Olivier Velu, aveyronné tout aussi passionné par son métier. Et le métier d'Olivier, s'il est nourricier, il est aussi parfois décrié dans un monde où l'urgence climatique impose une réduction drastique de la consommation carnée. Mais si vous souhaitez comprendre comment on peut mettre dans la même phrase boucherie, viande et éthique, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez goûter à des bouchées d'un des cuisiniers les plus créatifs de sa génération, et aussi à du caviar, ce que j'ai vu, vous êtes aussi au bon endroit. Donc, bienvenue sur cette scène où on va parler de viande sur mesure avec mes deux acolytes ici présents. Olivier, tu es à la fois boucher, oui, à la Pérade, dans l'Hérault, oui, mais aussi éleveur de vaches au brac. oui. Tu as toujours fait ça? Non. Combiner les deux, avoir les deux casquettes, c'est pas si banal. Non, la boucherie c'est venu dans un second temps. J'ai commencé uniquement à travailler avec des chefs. La boucherie s'est créée grâce au Covid. Tu étais d'abord éleveur. D'abord éleveur. De l'élevage, il fallait vendre la viande parce que soit l'issue, c'est les marchands de bestiaux, on ne va pas citer les noms, mais des gros marchands qui ne vous rémunèrent pas forcément à votre juste valeur. Donc le meilleur équilibre, ça a commencé par de la caissette et au fur et à mesure du développement... La caissette. La caissette, c'est des caisses de 10 à 20 kg uniquement pour le particulier. La transparence, il manquait de transparence, c'est-à-dire que je voulais avoir le contact direct avec le client pour expliquer pourquoi, comment, en sachant qu'aujourd'hui 80% de la viande consommée au particulier c'est de la génisse, donc des vaches qui ont en maximum 34 mois. Donc on dit on mange du bœuf, mais en fait on mange de la génisse. On mange de la vache. Très peu de gens mangent du bœuf. Ouais. Voilà, aujourd'hui vous allez dans une boucherie, dans un supermarché, vous allez avoir l'étiquette bœuf. Vous allez quasiment jamais manger de bœuf. Comment ça se fait mâle. que c'est pas contrôlé, que c'est pas contrôlé, ça, qu'on ne doit pas préciser quel type de bête il s'agit? Alors aujourd'hui, ça serait rentré dans un grand débat. Dans le terme de boucherie, vous avez ce qu'on appelle le JB, le jeune bovin. Donc arrivé à un âge vraiment butoir, on passe à l'abattoir et c'est vendu en tant que génisse. Le consommateur ne serait pas forcément, je pense, ouvert à acheter un bœuf castré. Malheureusement. Parce que en termes d'éthique, demain on va vous dire que castrer les animaux c'est pas forcément oui, mais tuer un bœuf non plus, a priori. Sauf dans ton cas, on y reviendra. Voilà, donc soit on valorise un élevage complet, comme manger le veau aujourd'hui ça peut poser des soucis, mais si on mange pas le veau, à un moment donné on va avoir des fermes un petit peu avec beaucoup d'animaux, donc on est obligé de réguler, comme la nature pourrait réguler de toute façon l'élevage. Moi je fais le choix de faire et du bœuf et des vaches. Je ne tue pas de génisse parce qu'aujourd'hui en termes de goût et de qualité, je ne pense pas que c'est sur ce type de viande qu'on peut se régaler, et surtout avec des chefs comme Flo, où on a une vraie démarche. On fait rassir la viande. Sur des génisses, pour faire rassir, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont un peu plus d'eau dans le corps. Sur cette partie maturation, on y reviendra. Je voulais donc comprendre bien la bascule entre ce moment où tu étais simplement éleveur, ce qui est déjà un métier à temps plein, hein, oui, à part entière, oui, et que tu t'es rajouté une charge, tu t'es rajouté un petit défi, tu t'es dit bon bah je vais ouvrir une boucherie maintenant. C'est le Covid qui t'a fait basculer? Et oui, parce que ma seule démarche était le professionnel. Tout s'est arrêté et les animaux continuent à manger, mais il n'y avait plus de vente. La seule solution, c'était d'ouvrir une boucherie, d'expliquer aux particuliers pourquoi il fallait mieux manger moins de viande. C'est pour ça que j'ai mis cette boucherie en place, pour pouvoir l'expliquer. Venez, on va laisser travailler, on va se mettre devant. Et ensuite on reviendra vers ce morceau qui est impressionnant. Ok, donc c'est là où tu t'es dit, en plus les gens à ce moment-là étaient plus intéressés par le contenu de leur assiette, ils avaient plus de temps aussi. Oui, donc ça il y avait aussi une demande ça a été une petite période par contre. Voilà, les gens pendant le Covid se sont dit on va faire travailler un petit peu les producteurs. Et la fin du confinement s'est passée et tout le monde est revenu à ses vieilles habitudes, c'est-à-dire de la grande surface et ils ont réoublié de nouveau les producteurs. Aujourd'hui, on s'en rend compte, le circuit court a perdu, on va dire, plus de ventes que ce que ça l'était avant. Ouais. Et oui, ils ne reviennent pas à leur niveau pré-Covid, c'est ça qui est assez inquiétant. Non, et je pense qu'il y a eu tellement de tout et de n'importe quoi pendant ce Covid que ça nous a plus pêché que ça nous a aidés.
Mais Donc- ça a fait naître des initiatives comme la tienne et en fait comme beaucoup d'autres qu'on a vu aujourd'hui sur cette scène artisan, beaucoup ont eu un peu plus de temps, un peu plus d'espace mental aussi pour se dire ok là il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça a fait se réinventer pas mal de gens et créer quand même des initiatives comme celle-ci. Tu penses que tu aurais monté cette boucherie quoi qu'il arrive, même si le Covid n'avait pas été là? Avec du recul, probablement pas. Parce que aujourd'hui, le particulier n'est pas prêt à entendre certaines choses. Quand on parle d'éthique, on parle aussi de la mise à mort. Ouais, avant de revenir sur cette démarche éthique et sur la partie abattage qui est hyper intéressante et dont on va parler, est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre et comment vous faites comment vous travaillez ensemble aujourd'hui, Florent? Donc moi j'ai la chance de... Ça marche bien, ouais. Parfait. Je pense qu'ils vont. J'ai eu la chance de rencontrer Olivier, donc ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on se connaît, je pense à peu près. Chercher une viande avec une signature, une régularité, avec une façon de travailler, le respect de l'animal, parce que manger de la viande, c'est quelque chose d'important. Si on le fait de façon intelligente, avec un animal qui a été respecté dans son alimentation, dans sa mise à mort, et dont la façon dont on va le travailler, c'est aussi pour moi très important. Et donc tout ça, je l'ai retrouvé à travers Olivier. Et on a fait un joli travail, on a fait des erreurs, on a poussé des maturations, même des fois trop loin pour les comprendre. On est revenu, on a réessayé, on s'est calé, on avance tous les jours, on travaille, on réfléchit, et ça c'est constructif. Mais à la base, il est venu, il a toqué à la porte de ton restaurant et il a dit voilà, je fais de la viande. Exactement. Est-ce que tu veux goûter? C'est comme ça que c'est Exactement. passé? Exactement comme ça. Exactement, ouais. Et toi, tu connaissais Florent par sa cuisine, par le fait que. Oui, les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de connaître les gens sans les voir. Sa philosophie me plaisait, j'ai été au culot et le premier contact il a été réticent, j'ai été réticent. Et à la deuxième fois où on s'est vu, on savait que un coup Vous de avez cœur. appris à vous connaître et à vous apprivoiser. C'est ça, un coup de Exactement. C'est cœur. beau. Un coup de cœur et depuis, on a mis tout ce travail en place. On essaye des choses ensemble, on loupe des On ne veut choses pas tout ensemble. savoir, mais sur la partie viande, en tout cas. C'est sur la partie viande, hein, sur le partie Dévoile personnelle. pas tout, dévoile pas tout. Mais Et donc, oui. sur mesure, c'est ça aussi le travail que vous faites, c'est Exact. l'expérimentation. C'est l'idée de même sur la viande, on a cherché des alimentations différentes pour aller plus loin dans les goûts, développer les goûts de noisettes, de parfum, ça c'était important. Dans la maturation, juste le mot maturation, il est magnifique, il intéresse tout le monde, mais ça se fait pas n'importe comment. Il y a un cahier des charges à respecter, avec une signature, j'ai envie de dire, de chambre froide qui va vraiment donner un goût à la viande. Et je trouve que la signature de son travail sur la maturation, elle a un truc en plus que j'ai pas retrouvé ailleurs. Et ça m'intéresse beaucoup. Tu peux dire les yeux fermés si c'est la viande maturée par Olivier ou par quelqu'un Voilà. d'autre. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'on a l'habitude. Comment tu décris alors ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Mais si elle va trop loin, pour moi, après on perd peut-être la fraîcheur. Et c'est trop faisandé, et c'est trop. T'as plus ce goût de l'animal, quoi. Donc je pense que 4 mois, pour nous, on a décidé de 4 mois, c'était la perfection pour nous, quoi. 4 mois quand même, c'est long. 4 mois. Oui. 4 Là, mois, ça, ouais. cette pièce-là, on va se rapprocher, on va aller voir de quoi il s'agit. Vous allez nous dire. Cette pièce-là, c'est un paleron, c'est C'est ça? un paleron, ouais. Un paleron. Ça, tu peux Ok. le lever là. Pourquoi vous avez choisi ce morceau-là? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant et pour aujourd'hui en Bah, particulier? C'est un morceau pas commun, c'est un morceau qui est vite travaillé comme un pot-au-feu ou quelque chose de bas morceau. Et justement, nous, notre force, c'est le bas morceau va devenir un morceau noble par rapport à tout le travail qu'on va faire en amont. Et la mise en avant dans la façon dont on va expliquer la démarche, le travail et le plat. Celui-là, il est maturé combien de temps? Là, on s'est arrêté de compter à 9 semaines. Arrivé à 9 semaines, on n'a pas compté, on l'a fait à l'œil. Ça fait pas plus de 2 ans, rassure-nous. Non, on n'est pas à 2 ans, mais à 9 semaines, on s'est dit on arrête de compter parce que au final, changer des petits bouts de papier toutes les semaines, ça devenait plus écolo. Donc on s'est dit à 9 semaines, on compte plus et on verra au moment où on sentira qu'il est prêt. Et Mais comment tu le sais ça? Il te parle? Et c'est un ressenti, c'est-à-dire que chaque vache aura une maturation différente. Oui, mais Il y a des vaches, je ne les maturerai pas plus de 4 semaines parce que en termes d'élevage, elle va avoir un sale caractère. Le comportement, si c'est une vache qui a bu énormément d'eau les derniers temps. Ça dépend de ça. Ça dépend de l'alimentation, ça dépend du caractère, ça dépend de quel type et de conformation on a. Du gras. Ça dépend de la demande du chef aussi. Qu'est-ce qu'il va en faire, pourquoi il va en faire. Et ça dépend de moi aussi, mon ressenti sur les morceaux. Là, on est sur des morceaux de l'avant, donc
On n'a pas l'habitude forcément de faire maturer des morceaux d'avant parce que les avants, on les transforme en steak haché très généralement. Les avants, qu'est-ce que tu veux dire par les Donc avants? l'avant, toute la partie avant de la vache, le jarret, la basse-côte, les macreuses, le paleron, c'est tout des bas morceaux qu'aujourd'hui les gens veulent pas consommer. Ou sinon c'est Le consommé paleron, en il est braisé. considéré comme un bas morceau. Oui, comme un c'est de la viande morceau braisée, c'est de la viande braisée. Voilà, on fait le pot-au-feu avec. Dans le sud, chez nous, on fait la macaronade. Mais quand vous êtes 15 pour faire la macaronade, il va vous falloir 4 vaches. Voyez. Donc il y a un moment, il faut rééquilibrer ça. Je préfère faire des tartares dans le paleron ou faire un petit paleron grillé tout simplement à la poêle et on va retrouver des vraies sensations. Quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de consommer. Les gens ne veulent pas de nerfs, veulent du très 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 tendre. Oui, c'est ça aussi. L'un des problèmes de la consommation de viande actuelle, c'est aussi de choisir tous les mêmes morceaux au même moment. On choisit tous du rhum steak et de la bavette en été pour malheureusement, les des consommateurs déloyaux. Je vais vous dire, même aujourd'hui, dans les chefs, c'est dommage parce que je ne vais pas dire 50%, sinon je vais me faire des ennemis. 50% des chefs sont des cuisiniers déloyaux. Donc le carré, le faux filet, le filet, et tout le restant, c'est pas leur problème. Sauf que le problème, il y est aujourd'hui, voyez. Comment on fait pour les amener à cuisiner ces parties-là? Ça vient de l'éducation, enfin, ça vient des écoles de cuisine, ça vient de... Non. Les écoles de cuisine, le paleron, on n'en parle pas. On n'en parle pas, à part en pot-au-feu, quoi. Ou sinon, dans une école de boucher, mais sinon, en école de cuisine, on ne va pas vous dire que dans le paleron, on peut passer un moment juste extraordinaire. Et on est là, nous, en tant que boucher ou éleveur ou en technicien de viande, pour expliquer au chef que dans des bas morceaux ou des morceaux de l'avant, on peut se régaler. Flo a compris la démarche. Il a fait ses petits essais. On a essayé plusieurs fois. On s'est cassé quand même. Le résultat, il est là aujourd'hui. Toi, tu expérimentes beaucoup dans ta cuisine, Florent. J'ai l'impression que tu es un peu un sorcier. Tu as tes caves de maturation. Je ne suis pas encore venue, mais il faut que je vienne en Avignon. Tu as tes caves de maturation. Tu fais du garum de bœuf. Tu testes plein de choses. Tu as des fermentations. Ça te vient d'où tout ça? La passion de... Tu as fait une école de sorcier? Non, c'est envie de faire les choses pas comme les autres, d'avoir une réflexion intelligente, mais en même temps de développer un peu des goûts nouveaux qu'on ne connaît pas forcément, d'amener les gens sur des terrains où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Tu arrives dans le restaurant, tu ne sais pas vraiment exactement ce que tu vas manger. Là, tu as une surprise, tu arrives, tu t'assois, et voilà, on va te servir le premier plat, ça sera une cervelle d'agneau, ça va te ramener à quelque chose que tu t'attends pas forcément, et tu comprends que pendant le repas, il va se passer plein de choses. Un peu de provocation aussi là-dedans, quoi. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une pierre à affûter les couteaux. Je pense que c'était avec la discussion d'Audrey, on avait envie d'expliquer ça parce que c'est un long travail qu'on a mis en place. On a réfléchi pendant 1 an pour travailler ça. Donc c'est un filet de bœuf. Ok. Cette partie-là. C'est pas une arme blanche, c'est bien de la nourriture. Ça peut aussi servir. Ok. On est chez Omnivore, on mange tout. On est ok. C'est un filet de bœuf qu'on a d'abord fait maturer pour vraiment lui donner du goût. Après, on l'a poché tout doucement. Une fois qu'il a été poché, on l'a fumé. Après, on l'a frotté avec un koji de riz pour le coup. C'est une sorte de champignon pour qui va développer en fait un côté un petit peu lactique à la viande. Et après, on a enlevé le koji, on l'a roulé dans la cendre pour pouvoir le conserver, quoi. Donc c'est une sorte de saucisson, c'est une charcuterie de filet de bœuf. En fait, c'est le principe du katsubuchi. Donc, oui, la bonite j'ai rien inventé séchée. non plus, quoi. C'est une bonite séchée. Okay. Sauf que nous, on voit sur les bols de ramen, ou des omelettes japonaises, okonomiyaki, qui fait comme ça, quoi. C'est ça. Donc ça, tu le râpes très finement. Et ça, on a fait la même chose, sauf que nous, on en fait une poudre. Et on voulait vraiment avoir ce côté fermenté qui était intéressant et qui amenait le bœuf, pour moi, encore plus loin. Et c'est parti de ça, de travailler sur ça, et voilà. Donc pour l'apéro, si on vient chez toi, on a ça. On a quelque chose comme ça. Là, on a arrêté de le faire parce que c'est vrai qu'on l'a fait pendant 2 ans et après, moi, quand les choses sont trop vues et trop faites, on part sur autre chose. Quoi. Voilà, ça c'était 2020, maintenant on est sur autre chose. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec ce paleron? Le paleron, du coup, comme je t'expliquais, on l'a travaillé en tartare. On a fait une petite tartelette et on est venu dessus râper le bœuf Bucci. Ok, on va voir ça. J'ai juste fait un yaourt qu'on a infusé avec un petit peu d'huile fumée. D'huile fumée? Voilà. Qui ramène un côté très, très charbon. Le tartare de bœuf, assaisonné juste d'huile de ciboulette. On a mis un tout petit peu de garum pour pas mettre de sel et vraiment concentrer le goût du bœuf. Ça, c'est la sauce gnoc mam antique.
c'est ça, des Romains Gel, poudre, que tu faisais, qui faisaient à donc, l'époque. vous voyez, ça Ah ouais, c'est foncé voilà, comme quoi. ça. Mais après, on met juste un point en fait. Parce que l'idée, ça remplace le sel. Donc ça, c'est ce fameux Tout bœuf. sent très fort. Vous allez goûter, vous allez voir ça. C'est voilà, parfait pour le goûter d'ailleurs. et 16h30, du bœuf fumé, on est au top. Et volontairement, j'ai pas trop salé le bœuf. Parce que vraiment, l'assaisonnement, ça va être la poudre de bœuf séchée. T'en mets pas mal quand même sur le dessus là. Ok. Excellent. Et On donc, va voilà. goûter ça. Qu'est-ce que t'en penses tout ça, Olivier? T'as l'occasion d'aller manger chez Florent de temps en temps ou il te fait goûter en avant-première les plats quand tu viens le livrer? Je le force un peu quand même. Ouais, Ça, c'est en plus d'être son plat un peu, on va dire, signature, c'est mon plat préféré chez lui. Ah bah voilà, ça tombe Alors, bien. on parle pas question que je Tu dis fasse ça le en bœuf. toute objectivité. Hein. Non, vraiment. Ça aurait pas été lui, même quelqu'un d'autre. On est sur quelque chose de parfaitement équilibré. Voilà. Et en plus d'associer et la terre et la mer, parce qu'il y a ce rajout en plus de caviar qui vient à côté. Ah oui, là, c'est là que y a le caviar Voilà, il va arrive venir ici. un petit peu à côté, apporter ce côté un peu gourmand. Et contrairement à ce qu'on peut penser, voilà, l'ensemble fait que on passe un vrai moment. Ok. Mais quand je dis un vrai moment, Ah bah tu le dis avec des étoiles dans les yeux, donc j'ai l'impression oui, que bien sûr, tu ne bien mens sûr. pas, à moins qu'il t'ait c'est-à-dire payé. que tout le travail qui est fait en amont, en fait, en une bouchée, on va avoir le travail peut-être de 4-5 mois de mis en place. Non, c'est juste extraordinaire. Ouais. Ce deuxième service, qu'est-ce que c'est, Là, Florent? c'est pareil, quoi. Dans l'idée de travailler 2 morceaux, on a toujours la partie du jarret, où on a fait une légère maturation, pas trop. Là, on a travaillé sur 1 mois, et on a fait un pot-au-feu avec. L'esprit d'un pot-au-feu, pas de sel, garum à la place. On va concentrer les goûts. C'est un bouillon qui bouge jamais, qui cuit 7 jours. Au bout de 7 jours, je le filtre, et on obtient une gelée comme ça, collée à la gelée naturelle Quelque chose de du très bœuf, foncé, quoi. Exactement. très Et ça va être concentré en goût, quoi. ça va être un contraste avec dessous on a un yaourt de réfort. On a centrifugé un jus de réfort, on l'a mélangé avec un petit peu de lait. On a attendu 48 heures, ça se transforme en yaourt et ça a ramené un côté crémeux. Et après voilà le caviar qui va ramener la gourmandise et l'assaisonnement. Et c'est un petit peu voilà l'idée du bœuf cru et du bœuf confit, quoi. Vous voyez quoi, il y a deux travails comme ça. On peut applaudir Florent et Olivier pour ce travail. Honnêtement, c'est assez bluffant. Moi, j'ai hâte de goûter, en tout cas. Ah ouais, t'es généreux en caviar. Ah ouais, je crois que je vais goûter cette portion-là, moi. La vôtre, il y en aura moins, je pense. Non, ça a l'air incroyable. Dans quel ordre il faut goûter? Est-ce qu'il faut goûter ça avant ça? Moi je conseille toujours de commencer par ceci. La tartelette avant, ok, Exactement. génial. Et là, les petits points, c'est ça? C'est Voilà, là je ramène juste un petit peu d'acidité avec un vinaigre. un gel. D'accord. Exactement. Et voilà, terminé. Génial, magnifique. Vous allez pouvoir goûter tout ça. Olivier, on va se mettre devant pendant qu'ils... Je pense qu'ils vont pas tarder à distribuer. Je voulais qu'on revienne sur ce qualificatif de éthique qui est Ouais, c'est parfait. associé à la boucherie Oui. et qui est pas si évident. C'est quoi faire de la viande éthique pour toi et travailler de cette manière? On a eu un peu un aperçu de ce que tu nous dis, Oui. mais il y a d'autres éléments, je crois, notamment liés à l'abattage, Oui. qui te sont propres et qui font que tu as voulu t'appeler boucherie viande éthique. Alors, viande éthique, c'est pour commencer déjà un élevage respectueux. Aujourd'hui, on en parle trop peu, tout le monde veut privilégier le local. On ramène toujours le local à de la qualité. Local ne veut pas dire qualité. Oui, parce qu'on peut avoir un voisin qui fait complètement N'importe quoi. n'importe quoi. Et on n'en parle pas assez souvent, c'est-à-dire qu'on met souvent ça sur le dos des abattoirs, sur le dos de plein de choses. Première chose, avoir un élevage respectueux. Après, l'élevage, malheureusement, on a la partie de la mise à mort qui est aujourd'hui un sujet où on veut consommer de la viande, mais on n'est pas prêt à entendre qu'il faut tuer les animaux. Malheureusement, on doit tuer les animaux pour pouvoir manger. Tuer les animaux dans de bonnes conditions. Voilà. Hier, vous avez eu la chance de recevoir Émilie Janin, qui a le premier abattoir mobile de France. Ça fait partie de quelque chose d'éthique. Et après, aujourd'hui, en France, on a encore des abattoirs communaux qui travaillent très bien. Moi, je collabore avec Rhodes, qui a un petit volume en termes d'abattage, qui arrive à respecter les choses convenablement. L'abattoir mobile, eux, apporte une chose supplémentaire, c'est que ça reste un petit peu cru, ce que je vais vous dire, mais on ne tétanise pas les bêtes. Au moment où on met une mise à mort aux animaux, une fois qu'elles sont mortes, on tétanise pour pouvoir enlever les peaux. Sur l'abattoir mobile, on ne tétanise pas. On a une viande qui est peut-être 10-15 fois plus tendre qu'on pourrait l'avoir sur un abattoir traditionnel.
On a des Et pertes. les bêtes sont moins stressées aussi parce qu'elles n'ont pas besoin de faire tout ce Pas de transport. transport, on enlève Mais tout ce côté. Après, on peut minimiser le stress par des entraînements. Ça peut paraître bête, mais faire un petit tour de bétaillère 1 fois par semaine à vos vaches, ça leur apprend aussi à gérer leur stress. c'est-à-dire, Et bien, 1 fois par semaine, on prend quelques vaches qui vont partir à tu les l'abattoir. mets dans... Ah, ok. Dans la bétaillère, on va leur faire 30-42 km et on revient. On s'est amusé aussi Pour pas qu'elles s'associent forcément ça à la mort. pas déjà d'une, et on a reproduit tout le couloir de l'abattoir derrière la ferme afin de les entraîner aussi à écouter les bruits, parce que dans un abattoir il y a des bruits qui sont un peu dérangeants, des claquements de porte, ça peut être le bruit des animaux, donc on leur apporte cet entraînement, on leur donne la faculté de ne pas pouvoir absorber ce mal qui se passe dans un abattoir. C'est comme nous quand on va à l'hôpital, quand on écoute un malade, ça nous met dans des situations un peu inconfortables. La même chose pour les animaux. Sauf qu'on doit leur rendre la même chose qu'elles vont nous donner, la qualité. Et on peut faire une mise à mort avec de la qualité aussi. Parce Voilà. qu'il faut savoir que quand même une immense majorité des bêtes, même en élevage extensif de qualité, finit dans les mêmes couloirs d'abattage parce que les abattoirs ont été concentrés de plus en plus. On a fermé tous les abattoirs municipaux, Oui. les uns après les autres pour des histoires aussi sanitaires, pour en ouvrir des plus gros mais des plus lointains. Et donc il y a plus de transport aussi. C'est la grande ligne, vous donnez la grande ligne, il faut quand même que les gens le sachent. Aujourd'hui, on a un industriel de la viande qui possède plus de 80% du marché en France, qui aujourd'hui fait des volumes tellement importants que les salariés en pâtissent, les abattoirs en pâtissent, c'est une chaîne complète qu'en pâtit. On met la lumière toujours sur les abattoirs, mais il faut voir l'avant. Les personnes qui amènent ces animaux. Quand un éleveur amène 40-50 vaches d'un coup, du bouvier jusqu'à l'opérateur, 50 vaches d'un coup qui arrivent, forcément, ça fait du monde à gérer. C'est ça, et c'est eux qui sont pressurisés aussi, qui doivent respecter des cadences, et donc ils sont poussés aussi, le système qui les pousse Oui. à tuer dans des mauvaises conditions. Et les animaux ressentent. Que ça soit du bovin, du caprin, en fait, ils vont ressentir le stress qu'un humain est capable d'avoir. Et la mise à mort va se faire dans, malheureusement, de mauvaises conditions. D'où on fait le choix de passer par des petits abattoirs communaux. On arrive avec beaucoup plus de souplesse. S'il faut, on vient la veille pour préparer nos animaux, faire attention qu'ils aient toujours à boire. On essaye de faire attention à Sur tout le toute côté. la chaîne, quoi. Vraiment, toi, tu as remonté toute la filière. Et ça, c'est apporter de l'éthique. Et l'éthique se finit par respecter la viande. Quand on la prépare, quand on la mature, quand on la découpe, quand on en parle aux clients. On ne vend pas de la viande, on n'est pas marchand de viande en gros. On doit respecter nos animaux, la valoriser entièrement. Ça, c'est mon travail. L'éthique, c'est de l'élevage, l'abattage et la mise en vente sur le marché. Il faut que le consommateur ait la transparence de tout ce qui a été réalisé sur les animaux. Ça peut paraître cru. Si on veut manger de la viande, on est obligé de passer par là. Ouais, sinon c'est de la dissonance cognitive, quoi. On veut pas voir, il faut savoir aussi quand on en mange ce que ça implique derrière. Et très peu de gens font le travail de qualité que tu fais. Et on peut vraiment souligner ce travail de remonter toute la filière. Et donc ce que tu fais aussi, c'est que tu as ta boucherie, et donc Oui. c'est pas que ta production, parce que tu pourrais pas Non, être suffisamment... Alors après, j'ai sélectionné tu d'autres sélectionnes éleveurs. d'autres éleveurs. Voilà. Alors c'est là, j'en reviens du local. On ne peut pas faire localement parce que je pense que je suis un peu trop minutieux sur l'alimentation. Aujourd'hui, la plupart des éleveurs se servent de l'ensilage de maïs, ensilage de foin. La L'ensilage, nourriture pour le bétail. voilà, c'est de la fermentation. Si demain je vous fais manger de la fermentation tous les jours, je peux vous garantir que niveau gastrique, ça va mal se passer. Bon, pareil sur les animaux. Si on vous donne de la fermentation tous les jours, techniquement, les animaux vont être mal. Comme une vache aujourd'hui qui perd son veau, il faut lui laisser 1 à 2 ans de récupération pour pouvoir bénéficier d'une belle qualité. Sauf qu'on est souvent pris par le rendement, l'argent, le système. On ne veut pas attendre. Et le résultat, il se retrouve dans l'assiette. Donc tu peux nous donner quelques exemples de partenaires, d'autres éleveurs avec qui tu travailles? Alors avec Émilie, on a fait une sélection vu qu'Émilie a l'abattoir mobile. Je suis passé derrière pas mal de ces éleveurs pour pouvoir comprendre comment travailler. J'ai fait le choix de 4 multiraces parce que il faut se diversifier malheureusement. Parce que en face, on a souvent des vendeurs de viande qui vendent des viandes étrangères du type Simmental, Angus venus de pays lointains.
qu'en France, on maîtrise. On maîtrise l'Angus, on maîtrise la Simmental, on maîtrise les Réfords. On peut aller sur la Longhorn, qui est une vache préhistorique. On a des matières aujourd'hui où nous, on a tout en France, sauf qu'il faut sélectionner. Tu vends de la vache préhistorique? Oui, on fait même jusque dans la vache, la vache sauvage. On a Didier Barral qui est du côté de Faugères, qui est viticulteur et qui fait la vache sauvage qu'on attrape au lasso. Qu'on attrape au lasso. Au lasso, comme les sais cow-boys. plus où je me trouve. Alors, c'est à double tranchant parce que forcément, qui dit lasso dit stress. On essaye de le faire le plus gentiment possible, voilà. Mais on revient à l'époque où il n'y avait pas tout ce système et que les vaches étaient en totale liberté. Okay. Et on s'amuse, ça peut durer une demi-matinée des fois, hein, parce que le lasso, il faut le maîtriser. Voilà. Et on a des qualités venues d'ailleurs. La Longhorn a été oubliée parce que c'est chargé sur l'avant. Qu'en France, on préfère que ça soit chargé par l'arrière parce que les pièces arrière se vendent beaucoup plus cher. D'accord. Après, je privilégie l'Aubrac, c'est une race de cœur. Mais aujourd'hui, l'Aubrac se retrouve sur toutes les tables du monde. Et si on devait tout mettre, je pense, devant une table, je pense que 50% des vaches qu'on a ne sont pas pures Aubrac. Sont pas pures Aubrac. Non. Une génétique 100% Aubrac aujourd'hui se fait de moins en moins. Ouais. Il y a eu tellement de croisés avec de la charolaise pour le rendement qu'aujourd'hui, trouver des pures Aubrac, je peux vous garantir qu'il faut faire des fermes. Et ça disparaîtra. Aujourd'hui, en plus, on écorne les vaches. Donc, je vais vous dire, vous enlevez plein de symptômes qui font que pour reconnaître une vache, ça devient de plus en plus compliqué. On lisse et on uniformise aussi les races de vaches, c'est ça? Oui. J'ai l'impression qu'il y a des signaux là de plaisir derrière. On va te laisser la parole. Comment elle est cette bouchée? C'était un très 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 bon moment, vraiment, très délicieux, très fin. Je vous ai vu faire des signes pas possibles, alors maintenant il faut assumer, il faut dire, il faut expliquer. Pardon. Non, vraiment, c'était très intéressant le travail que fait Olivier et Flo, c'est incroyable. Belle claque, on va travailler ensemble. Merci. Bon, bah voilà, ça ouvre des débouchés, c'est ça aussi Omnivore. Qui d'autre veut faire un commentaire? Monsieur, mais dites donc, heureuse. Sans vous, aujourd'hui, je ne serais rien. Merci d'être là. Oui, ben, de la viande comme ça, c'est assimilable à un bonbon. Et franchement, j'ai juste un bonjour à vous passer de Pierre-Yves Le Bourdonnec. D'accord, merci, c'est gentil. Qui est un chantre aussi de la maturation et qui vous souhaite le bonjour. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, bah, j'ai hâte de goûter tout ça. Si on reste, hein. S'il en reste, non, mais je vais prendre cette oui, dégustation. J'ai bien regardé du coin de l'œil, bien sûr. Florent, t'es en train déjà de faire du business. Mon micro marche plus. Pour Si, c'est bon. revenir un peu là-dessus. Yes. Tu arrives à te renouveler avec la viande et avoir toujours un peu toujours de la créativité. Comment tu la nourris cette créativité? Comment tu imagines de nouvelles choses? Tu m'as dit que tu voulais plus refaire ça parce que c'était trop 2020. Voilà. Là, c'est quoi le futur? Le futur, on a... Avec les produits d'Olivier. Avec les produits d'Olivier, on a fait un gros travail sur les jambons. Les jambons? On a fait des jambons qu'on a fait avec Astrid. Donc Astrid, c'est l'éleveuse qui fait du cochon mangalitza. Qui fait du cochon laineux. J'aime pas l'appeler mangalitza parce que elle est à part. Elle est pas comme les cochons mangalitza les autres. Elle vit avec ses cochons, elle dort avec, elle leur raconte des histoires. C'est sa passion. Elle a tout quitté pour faire ça. Et du coup, on lui prend tout le demi-cochon en entier. Et comme on savait pas trop quoi faire avec les jambons et les épaules, avec Johan, le sous-chef, on a tout développé, une partie charcuterie. Un gros travail, et maintenant on a à peu près 10 jambons dans la chambre froide qui ont plus de 2 ans et demi. Donc c'est une réflexion qu'on a eue il y a déjà... 2 ans et demi. Voilà, ouais, 2 ans et demi, parce que ça met beaucoup de temps. L'hiver, on les prend, on les amène dans un endroit où le vent circule vraiment pour pouvoir qu'ils sèchent tout doucement. Et quand tu arrives à table, tu as une tranche de jambon qui arrive comme ça. C'est tellement simple, mais l'histoire est tellement belle que ça produit quelque chose. Comment tu arrives à la raconter ça? Parce que j'imagine que quand on est juste attablé à ton restaurant, on mange ce jambon, on se rend pas compte de tout ce travail derrière. Nous, on raconte pas beaucoup les choses, c'est le jambon qui va parler pour lui. Le jambon et parle. on laisse la part du produit à faire les choses, c'est aussi important. Et si les gens posent la question, on va leur expliquer, parce que là, il y aura un vrai intérêt. Sinon, ils n'auront pas compris tout le travail et c'est dommage pour eux. Les réseaux sociaux, je ne sais pas si, Olivier, tu es présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ça t'aide aussi à parler de ce que tu fais? Tu as l'impression de créer aussi
un espace pour Ouais, on y diffuser la va parole. par simonie parce que les gens ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Pourquoi ils sont pas prêts? Parce qu'ils sont pas prêts. Comme un paleron maturé 9 semaines, les gens ne sont pas prêts encore à ça. Moi qui ai le particulier en face de moi, je leur sers du paleron de 9 semaines, mais j'ai perdu tout le monde, vous voyez. C'est pour ça que tu te tournes vers les chefs plutôt aujourd'hui. Oui, et après, il n'y a pas beaucoup de chefs aussi qui vont dans cette démarche-là. J'ai la chance d'avoir Flo qui a compris ma démarche, mais Ouais, c'est ce qu'il m'a dit le chef. Il a on est bien trop aimé. peu. On est trop peu à penser ça. On est trop peu à vouloir essayer de valoriser les choses le plus possible. Et le particulier, aujourd'hui, comme je vous dis, on a eu un côté où les gens sont intéressés et aujourd'hui se sont désintéressés. Et puis aujourd'hui, on a l'actualité qui vous dit arrêtez de manger de la viande, arrêtez de faire des barbecues, arrêtez de faire ça, arrêtez. Il faut penser à une autre alimentation d'ici 10 ans. Et dans 10 ans, on fait quoi, nous, éleveurs? On va tricoter des perles? Non. Donc à un moment, il faut tout ramener les choses, manger moins, beaucoup moins, meilleure qualité, se rapprocher peut-être de bouchers un peu plus transparents aussi, et peut-être créer des labels. On en discutait avec Émilie, justement, de la tête à la queue, c'est-à-dire que les animaux sont entiers. Pourquoi pas essayer Oui, parce qu'on dit de manger de la viande de bonne qualité, donc de bouder grosso modo les supermarchés, mais c'est pas parce qu'on va chez le boucher qu'on a de la viande de bonne qualité. Malheureusement, non. Trouver des bouchers qui ont une telle démarche, comment on fait d'ailleurs si on n'habite pas chez toi? Vous voulez savoir? Bah ouais. Alors déjà, si vous voyez derrière du bœuf, vous voyez du label, déjà, vous évitez d'acheter. Ok. Tout le monde pense que le label aujourd'hui est un signe de qualité. Le label n'est pas un signe de qualité. Ça dépend Je vais pour me faire des ça dépend ennemis, pour quel mais- produit. Parce qu'il y a quand même un cahier des charges qui est Non. différent entre chaque produit. Alors, un label rouge ou un label, il faut vous dire que c'est des cahiers des charges montés de toutes pièces, souvent, par des ingénieurs agronomes. Un ingénieur agronome regarde pas forcément qu'à la fin, il y ait de la qualité. On vous donne un cahier des charges pour pouvoir élever des animaux. Le label est tenu souvent par des industriels et non pas par des petits producteurs, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un label dans une petite ferme ou même à 10 petits éleveurs. On ne pourrait pas créer un label. Ça représente une trop grosse masse financière. La meilleure des choses, c'est quand vous demandez le ticket d'abattage, qu'on puisse vous donner le ticket et dessus vous allez avoir l'abattoir, le nom de l'éleveur, et là Mais vous ça, avez c'est matière. c'est un travail de titan pour un consommateur qui va devoir regarder ça. Enfin, je veux dire, C'est un label au obligatoire moins, aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus lisible que de devoir remonter autant la filière, à moins de connaître, de Normalement, c'est connaître. obligatoire. Vous rentrez dans une boucherie, normalement, vous devez avoir la traçabilité de chaque bête d'afficher devant Oui, mais la une fois vitrine. qu'on a cette information, on en fait quoi? Techniquement, en 2 minutes, vous pouvez savoir d'où vient la viande. Voilà. Si vous voyez des logos rouges déjà en haut à gauche, vous savez que déjà, il faut éviter d'y aller. Il y a certains industriels, on taira leur nom, on sait qu'ils ne font pas forcément de la qualité. Voilà. On va pas donner toutes les informations non plus. Je suis pas là pour me faire des ennemis, au contraire. Mais il faudrait que les bouchers soient un peu plus transparents. On peut accepter de passer par des grossistes. Il en faut pour tout le monde, mais il faudrait un peu plus de transparence. Voilà, je pense qu'il nous manque dans notre métier, la transparence. Et ou alors faire passer tout ça par le goût, quoi. Goûter et de pouvoir avoir l'occasion de se dire, ok, là on sent la différence de qualité. J'ai l'impression que tout le monde a été assez bluffé par le goût. Moi, j'ai hâte de goûter. D'ailleurs, je vais vous passer, il y a l'occasion de poser une dernière question peut-être avant de clore cet échange. Est-ce que quelqu'un a une observation par rapport au travail de Florent, au travail d'Olivier? Bon, c'est bon. Faire de la qualité avec autant d'exigences, est-ce qu'on s'en sort financièrement? Ça, c'est une autre paire de manches. Il y aurait mon épouse, elle va me tuer de ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Je ne sais pas si vous connaissez la loi d'attraction. La loi d'attraction, vous attirez ce que vous dépendez. Bon, souvent, j'ai toujours dit dans ma vie, je ne finirai pas riche avec mon métier. Bon, et puis j'ai un coach en PNL qui m'a dit, ben voilà, tu as réussi. Tu n'as pas Programmation d'argent. neurolinguistique, je crois. Voilà. On est en train de parler de ça, ok. Donc j'ai réussi en fait mon objectif de ne pas venir riche. Donc maintenant je réinverse. Je n'en vis pas totalement, mais je ne finirai pas riche avec ce travail-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a tellement de travail, ça demande tellement d'investissement, tellement de sacrifices de vie. Je commence à 3h à la boutique, je rentre chez moi, c'est 10h le soir. Quand des chefs font un petit peu, je ne veux pas dire les mêmes heures, mais moi c'est du lundi au dimanche.
j'essaye Et de en plus prendre de ça, on te demande de venir à Paris, à Omnivore, en Oui. plus de ton travail. Donc Oui, merci oui, mes pour ça. enfants hier soir ils me disent mais encore Quand est-ce qu'on papa te là on te voit voit plus quoi, c'est fini. Qu'est-ce qui te fait, pour finir avec une note d'espoir, qu'est-ce qui te fait tenir et continuer alors? Des gens comme ça. Ok. Des gens comme ça, Fantastique. Flo, Yo, c'est la passion. C'est moi, c'est pas mon métier de venir parler devant des gens en plus. Bah, tu le fais très bien. Comment vous dire, moi c'est viscéral, c'est-à-dire que et le produit est intéressant pour moi et de rencontrer des gens comme Flo, l'amitié, les relations qu'on a créées. Et je parle de Flo, mais je parle de Yo aussi derrière parce que il fait des charcuteries qui sont juste exceptionnelles et c'est au-delà même que du travail. C'est une petite famille de viande, on essaye toujours, on s'échange, on essaye de comprendre pourquoi, du comment, on rajoute des éleveurs dans notre réseau. C'est un petit circuit fermé, mais des fois on a même du mal à l'ouvrir un petit peu parce qu'on aurait envie de garder ça pour nous. Mais il va falloir qu'on arrive à l'ouvrir un petit peu en le limitant. Mais le but, oui, c'est d'expliquer aux gens la transparence. Voilà, j'en expliquais à Flo, c'est qu'aujourd'hui tout le monde parle de produits, de locaux, de producteurs. Mais normalement, il n'y aurait même pas besoin, ça coule de source. Un bon chef fait des beaux produits et ça coule de source. Et moi, je suis là pour me régaler. Bah, merci en tout cas à tous les deux, c'était passionnant. Merci Johan également, à tous ceux qui nous ont aidés à distribuer.